Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler entreprise, on va parler création d'entreprise exactement, et surtout on va parler en fait, de mon parcours de créateur, enfin de création de ma micro-entreprise, et de comment ça se passe, comment j'en suis arrivé là, et un peu faire tout le quotidien et les galères qu'on peut avoir quand on gère tout seul son entreprise. Allez, c'est parti déjà. Déjà, premier truc, d'où m'est venue l'idée de créer ma micro-entreprise. Moi, il faut savoir qu'au départ, j'étais salarié dans une association où je faisais de la formation auprès des déficients visuels, principalement, pour gérer leurs outils informatiques. Voilà. Et au bout d'un moment, le côté salariat m'a un peu gonflé. Certaines contraintes m'ont un peu gonflé, certaines décisions qui n'étaient pas non faites m'ont un peu gonflé. Donc, j'ai dit, vas-y, comme disent, j'allais dire les jeunes, mais je suis quand même jeune, donc je me suis dit dans la tête, allez, niquez-vous, moi je vais faire mon truc, et c'est parti. Donc du coup, suite à ça, donc j'ai décidé de me renseigner sur quel statut prendre, parce qu'en vrai, entreprise, on parle de micro-entreprise, d'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Après, dans le côté société, on a la SA, la SAS, la SASU, le URL, la SARL, enfin, tout ça, enfin, c'est un peu un vrai foutoir au départ quand on ne connaît rien, on n'y comprend que dalle, on ne sait pas trop la différence entre chaque statut. Et puis il y a des gens qui vont vous dire non mais c'est bon, t'es tout seul, tu fais le micro et c'est ok. Sauf que des fois, dans certains cas, la micro, c'est pas ok. Donc, moi dans mon cas, c'était ok. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis, mais du coup, j'ai dû forcément me dire au départ quel statut je prends, comment je fais tout ça. Et effectivement, je me suis dit, me mettre à mon compte, c'était la meilleure, en tout cas à l'époque, meilleure décision que je pouvais prendre par rapport à ce que je souhaitais faire. Donc voilà. Après, comment j'ai fait du coup pour créer ma micro-entreprise? Voilà, ça c'est. Je vais faire un petit peu dans le sens où ça vient, hein, les choses. Moi, j'avais pas envie de passer à l'époque par un site d'aide à la création. Je crois que c'est Legal Start ou un truc comme ça. Il y en a pas mal des sites qui, au fait, vous mettez vos infos, vous mettez ce que vous voulez faire, le statut que vous voulez, vous payez et c'est eux qui font toutes les démarches à votre place. Je crois que pour une micro, il y a des trucs qui se touchent entre 70 et 100 euros. Bon, moi, ayant la capacité d'utiliser mon lecteur d'écran facilement, même si le site, je vais pas me prononcer sur son accessibilité au sens de la norme, mais en tout cas, elle était utilisable, j'ai pu faire les choses. Et d'ailleurs, petit rappel, parce que je vois encore ça, beaucoup de choses passer par rapport au lecteur d'écran, tout ça, quand vous êtes en situation de handicap, aujourd'hui, je vois beaucoup de oui, ce site-là, il n'est pas accessible, donc je ne peux pas m'en servir. Bon, si, moi je dirais plutôt qu'il n'est pas utilisable si tu ne peux pas t'en servir, vu que l'accessibilité, ça reste une norme et on la respecte ou on ne la respecte pas. Techniquement, un site accessible, on est censé pouvoir s'en servir, mais encore une fois, l'ergonomie, c'est pas forcément pris en compte vraiment à fond dans les normes d'accessibilité. Ça serait bien parce que si c'est pas simple, le tunnel est compliqué à suivre. D'ailleurs, je suis un peu en colère contre le site du Stade de France. C'est bien, j'ai réussi à sélectionner mes places et tout. Quand j'ai voulu payer, j'ai pas accès à l'endroit pour mettre mes numéros de carte bancaire. Donc merci au Stade de France de m'avoir bien niqué parce que j'en ai chié à trouver le truc et j'ai pas pu confirmer ma commande. Donc pour l'instant j'ai personne pour m'aider. Donc ça va être niqué je pense pour le petit match de rugby que je voulais aller voir. Voilà, mais comme quoi, là c'est un site qui est pas accessible. Donc ça fait chier. Mais tout ça pour, parce que je divague dès le début d'épisode, je suis désolé, euh, c'est que bah, le site pourrait être 100% accessible si vous ne savez pas utiliser votre lecteur d'écran ou votre autre outil de compensation de votre handicap, bah, vous n'allez pas réussir à utiliser le site parce que vous ne savez pas vous servir de vos outils. C'est comme dire quelqu'un qui voit, qui ne sait pas servir de la souris, ni de son clavier, et bah, l'ordinateur, je sais pas m'en servir, enfin il marche pas et tout. Non, c'est pas qu'il marche pas, c'est que tu sais pas t'en servir. Et c'est une vraie différence à avoir en tête. Donc prenez le temps d'apprendre à utiliser votre lecteur d'écran. Certes, c'est long, mais derrière, quand on a compris, quand on a capté toutes les choses, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus, si il y a plein de collègues formateurs DV qui font de la formation sur de l'informatique, allez les voir eux. Ça vaut le coup de se payer leurs services, ou les miens aussi, hein, si vous voulez. Je peux le faire aussi à distance, parce que en vrai, nous, on sait naviguer avec notre lecteur d'écran. Euh, les personnes, les rééducateurs qui font de l'informatique, je suis désolé, ils n'ont pas les mêmes. Ils font pour certains du très bon travail sur le départ, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on arrive sur Internet, je suis désolé, c'est rare les formateurs en informatique voyants qui savent correctement utiliser un lecteur d'écran, et que ça soit sur ordinateur ou sur smartphone.
Voilà, parce qu'ils n'ont pas les techniques que des personnes non-voyantes peuvent mettre en place pour se balader sur nos interfaces. Et en fait, ça leur vient pas à l'idée parce qu'ils sont pas confrontés au problème. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et c'est pas simple de transmettre tout ça. Je leur jette pas du tout la pierre. C'est pas évident de se mettre à la place de quelqu'un qui ne voit pas et de réfléchir de manière différente quand on a la vue. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pareil, je divague un petit peu, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui font des choses à distance. Là-dessus, à chaque fois, c'est peut-être des tarifs plus ou moins élevés en fonction des collègues, mais ça vaut toujours le coup de le faire. Donc ensuite, création d'entreprise. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer par le site de l'INPI, qui est en gros que le guichet unique pour les démarches d'entreprise. Et du coup, on peut créer sa micro-entreprise dessus d'un point de vue administratif. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ça m'a pris quand même, je pense, un bon 2h30, 3 heures à peu près, parce qu'il y avait des choses où j'ai dû aller me renseigner. À l'époque, j'utilisais pas l'IA, donc c'était recherche Google, des sites pas accessibles, des sites du gouvernement qui n'étaient pas forcément très très clairs dans certaines pages. Mais à la fin, j'ai réussi à créer mon statut de micro-entreprise et tout et tout. Ensuite, deuxième étape, il faut aller sur le site de l'URSSAF. Aujourd'hui, le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur.urssaf.fr, là, à l'époque, c'était de la merde. Vraiment grosse, grosse daube. Aujourd'hui, c'est toujours de la daube, mais pour d'autres raisons. Parce que niveau déclaration trimestrielle ou mensuelle de revenus, enfin de chiffre d'affaires, c'est beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Par contre, sur les 2 derniers mois, ça serait bien que l'État français, je vous dis ça comme ça, mais vous pouvez mettre des serveurs qui tiennent la route parce qu'en fait, quand le site il plante, parce que oui, il y a une trop grosse sollicitation du serveur. Mais putain, mais les mecs, mettez ce qu'il faut qu'on fasse à un moment donné. Voilà, et je vous parle pas forcément parce que faut savoir qu'avec l'URSSAF, votre déclaration de chiffre d'affaires, vous la faites soit mensuellement, soit trimestriellement. Donc je me dis, au pire, ça arrive, allez, sur le que j'ai pas de bêtises, donc début avril, début juillet, début octobre et début janvier du coup. Si ça arrive sur ces 4 mois-là que c'est un peu surchargé, je me dis, bah ok, c'est parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont en déclaration trimestrielle qui font leur déclaration. Mais moi, ça m'est arrivé au mois de mai, ça m'est arrivé au mois de juin, et là je me dis, mais putain les gars, déconnez pas. Et pendant 3 jours, hein, vraiment pendant 3 jours, il n'y a pas eu de. J'ai pas vu sur les réseaux passer qu'il y a eu une attaque du site de l'URSSAF. Mais voilà, dans tous les cas, il y a ça. Petit tips aussi, pour les créateurs de micro-entreprises qui sont avec une pension d'invalidité, si jamais vous avez une pension complémentaire, par exemple, moi je prends mon cas, donc j'ai ma pension d'invalidité d'ACPAM, j'ai ma pension complémentaire via Humanis, mettez-vous en déclaration mensuelle de chiffre d'affaires. Parce que Humanis, ils vont vous casser les couilles. Moi, la première année, je m'étais mis en trimestriel, je me suis dit, ouais, je sais que URSSAF c'est chiant, je le ferai que 4 fois par an. Oh putain, la galère toute l'année avec Humanis pour leur faire comprendre que je n'avais pas de déclaration de chiffre d'affaires tous les mois, mais tous les trimestres. Apparemment, ils ont du mal avec le côté trimestre, à aller prendre un dico, hein, franchement, me faites pas chier. Mais ça m'avait grave gonflé. Même 2 ans après, ça me gonfle toujours, pour d'autres raisons. Mais voilà, donc n'hésitez pas, mettez-vous en déclaration mensuelle. Aujourd'hui, ça prend pas longtemps. Les premières fois, ça sera long, forcément, parce que vous n'allez pas avoir l'habitude. Mais une fois que vous avez l'habitude, allez, en 5 minutes, c'est fait, en fait, à peu près 5-10 minutes quand ça galère un peu, que VoiceOver fait n'importe quoi. Mais ça marche plutôt bien. Ensuite, sur la création, j'ai fait quoi d'autre? Je crois que c'est ça, c'était INPI, enfin INPI, URSSAF. Et après, j'ai été chercher sur le site, je crois que c'était du relevé national des entreprises, un truc comme ça, ou l'Union nationale des entreprises. J'ai été chercher mon CABIS, en gros, le truc qui dit que ton entreprise elle a été créée et tout, avec les informations légales. Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, donc moi j'ai fait tout seul, mais avant ça, j'ai été accompagné quand même. Parce que c'est toujours mieux d'être accompagné par des associations ou... alors généralement, ces associations, moi j'étais accompagné par BGE, qui ont des bureaux un peu partout en France et même dans les DOM. Et donc du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux parce qu'ils peuvent vous accompagner. Pour la création d'entreprise, pour mettre en place votre projet, pour certaines démarches auprès de la GFIP par exemple, ça c'est hyper important. Surtout que la GFIP, pour certaines aides, ils demandent à ce qu'on soit accompagné par ce genre de structure. J'ai aussi, moi à l'époque, j'étais pas inscrit à France Travail. Pour cette création, je me suis inscrit à France Travail. Parce que du coup, j'ai pu être accompagné. J'ai galéré à avoir un conseiller, enfin une conseillère qui était formée à tout ce qui était aide au niveau du handicap. Parce que ça a été galère, parce qu'au départ, les gens qui connaissent pas,
c'est tellement, c'est tellement ouais, velu l'administratif autour du handicap qu'ils vous font un conseiller. Donc insistez, tant que vous n'avez pas un conseiller qui est bien formé, qui connaît bien les aides, qui sait vers qui vous orienter, insistez. Vraiment beaucoup. Et après, j'ai été aussi accompagné. Donc dans le Loiret, on a, je crois, que c'est Prométhée 45, qui a la mission du coup de Cap Emploi, de l'aide au maintien dans l'emploi du coup. Euh, du coup, eux m'ont aussi accompagné. Alors, dans quel cas ils m'ont accompagné? Donc déjà, France Travail, principalement, c'était certaines aides, aussi le lien avec BGE, parce que BGE demandait à être qu'on soit envoyé par France Travail. Ça permet de débloquer des aides. Ça permet aussi de pouvoir accéder à certaines offres de formation qui des fois sont financées par France Travail. Donc ça c'est plutôt bien. Par exemple la formation podcast que j'ai eue, j'ai été financé par France Travail. Et j'ai même été rémunéré pendant les 2 mois que la formation durait. J'ai été rémunéré, je ne sais plus, je crois que c'était à hauteur de 400 € par mois. Et ben c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, parce que ça ouvrait une rémunération parce que j'étais en situation de handicap. Donc ça c'était quand même plutôt bien. Ensuite, le fait que j'étais envoyé par BGE, et BGE, ils ont aussi des offres de formation pour les entrepreneurs. Alors moi, ça c'est une aide, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est une aide qui était que dans la région centre à l'époque. La région centre nous payait 8 journées de formation faites par BGE. Une journée de formation, c'est à peu près 500 €. Bah, 8, c'est 4 000 € que j'ai pas eu à sortir de ma poche. Ce qui m'a permis d'accéder à des formations, par exemple, pour choisir son statut d'entreprise. Je crois que c'était de l'idée au projet aussi comme formation. Comment gérer au quotidien avec les bons indicateurs ta micro-entreprise ou ton entreprise de manière générale. Comment gérer son emploi du temps, de choses comme ça. Et du coup, ça permet vraiment des fois de caler quelques petits doutes qu'on peut avoir. Si vous avez accès à ce genre d'aide, ça serait génial. Donc renseignez-vous. Et c'est vraiment le thème de cet épisode, hein. Renseignez-vous dans votre région. Chaque région a des aides différentes. Des fois, c'est plus ou moins aidant, mais autant en profiter. Une des autres aides que j'ai eues à l'époque, qui a un peu changé, c'est l'ACRE. Alors l'ACRE, il y en a deux différents, j'ai envie de dire. Il y en a une qui est faite par la GFIP, une qui est faite par l'URSSAF. L'URSSAF, normalement, si vous êtes en situation de handicap, que vous avez une RQTH, tout ça, vous y avez droit. À l'époque, vous aviez, sur la première année d'activité, vous aviez 50% comment dire, des charges URSSAF. Donc par exemple, en micro-entreprise, en BNC, donc c'est bénéfices non commerciaux, c'est 25,6% sur votre chiffre d'affaires qui est pris par l'URSSAF. Donc c'est-à-dire que par exemple, imaginons ce mois-ci, je fais 1 000 € de chiffre d'affaires, là par exemple, imaginons au mois d'août, euh, donc je fais ma déclaration début septembre, début octobre, je serai prélevé de 256 € d'URSSAF. Voilà, parce que j'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, c'est les charges à payer. Si vous êtes trimestriel, bah, c'est tous les 3 mois. En fonction de votre chiffre d'affaires, si c'est mensuel, c'est tous les mois. Voilà, et c'est toujours un mois de décalage. Ça, c'est sûr. Et ça, cette aide-là, normalement, vous pouvez la demander. C'est bien la première année d'avoir moins de charges sur ça, parce que ça permet de pouvoir mettre un peu plus de côté sur les projets et de pouvoir lancer gentiment comment ça s'appelle, je vais pas réussir à le dire, l'entreprise. Et surtout, faites-la si vous devez créer et si vous avez droit à l'ACRE sur celle de l'URSSAF, faites la création d'entreprise au début d'un trimestre. Donc par exemple, imaginons, là, ça voudrait dire commencer, là on est en août, bah, faites votre création au 1er octobre. Comme ça va courir pour tout le trimestre octobre, novembre, décembre. Si vous le faites en novembre, vous vous faites niquer un mois et demi. Voilà, ça c'est la petite astuce aussi. Et l'autre ACRE, donc d'ailleurs je n'ai pas dit ce que ça voulait dire, ACRE, c'est aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Voilà. Et il y a une aide de la GFIP qui a beaucoup changé depuis que. Enfin, beaucoup, pas tant que ça, mais sur le montant un petit peu quand même, depuis que moi j'ai créé. En 2024, quand j'ai créé mon entreprise, l'ACRE, c'était si vous aviez un apport de 1 200 € de votre poche, que votre projet avait un budget de lancement de 7 500 € minimum, ça peut être plus, hein, la GFI vous donnait 6 300 € en plusieurs fois. Voilà. Moi, c'était en 2 fois. Et ça a été un peu la galère parce que j'avais dû un peu négocier avec certains fournisseurs pour avoir des parties. Et du coup, parce que des fois, on n'a pas 7 000 € comme ça de côté, hein, donc il faut quand même que ça soit là. Et ça, c'est le défaut de cette aide. Et fallait être accompagné par
une association ou un service comme BGE, avoir un projet, enfin que ce soit que la micro-entreprise, que ce soit votre travail principal, que y ait tout un budget de lancement, enfin tout plein de trucs et tout, et donc il vous donnez 6300. Aujourd'hui, c'est toujours tout pareil, sauf que vous donnez 6300, il vous donne que 3000. Donc ça veut dire qu'il faut trouver donc 3000 plus les 1200 de votre apport, donc 4200. Il reste quand même, c'est dur de compter ce matin, il reste quand même 2500 plus 800, 3200, 3300, pardon, 3300 à trouver. Enfin, c'est pas si facile que ça de trouver 3300 euros. Quand on les a pas, bah, c'est pas évident. Mais en tout cas, ça existe toujours. Je vais pas dire ça a le mérite d'exister, parce qu'aujourd'hui, bah, non, je suis désolé, quand on passe de 6003 à 3000, clairement, on peut pas dire qu'on finance, qu'on aide les micro-entreprises, enfin les entreprises, les personnes handi à se lancer, parce que ça veut dire, bah, si t'as pas du tout d'argent, tu peux pas te lancer. Et du coup, des fois, tu as besoin d'acheter au démarrage bah, un ordinateur portable, une chaise de bureau, un bureau, enfin tout ce dont tu as pu avoir besoin au lancement de ton entreprise. Et vraiment, tu peux mettre tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Et après, notre aide, moi j'ai eu l'adaptation du poste de travail. À l'époque, j'ai eu 100% qui a été financé par la GFIP. Aujourd'hui, ils ne financent plus forcément 100%, même si c'est que du spécifique handicap. Ça, c'est du foutage de gueule aussi, parce que bah, quand tu te lances en micro, si tu as besoin du matos, c'est pas simple. Et il faut savoir, pour que les gens se rendent compte, ceux qui connaissent pas tout ça, la GFIP, en tout cas, nous, en Centre-Val de Loire, ils mettent entre 3 et 4 semaines à répondre. Et ils nous disent des fois, ouais, bah, vous pouvez demander un cofinancement MDPH. Oui, MDPH qui est censé répondre en 6 mois, mais qui répond en vrai en 2 ans. Vous imaginez? Si j'avais fait ça en 2024, là on est en 2026, j'aurais seulement eu la réponse pour savoir s'ils me finançaient mon matériel. Et moi, pendant 2 ans, je fais quoi? Voilà, bah je peux pas travailler, tout simplement parce que j'ai pas mon matos. Donc c'est pareil, ça met des bâtons dans les roues des entrepreneurs en situation de handicap, et c'est chiant, c'est vraiment chiant. Donc là-dessus, c'est un peu relou. Et ceux qui disent, oui, mais ton patrimoine personnel et professionnel est confondu quand tu es en micro-entreprise. Oui, ok, mais là, c'est aussi mon travail. Bien sûr que je peux utiliser mon ordi que j'ai au quotidien, mais c'est quand même mieux si je peux avoir du matos dédié à l'activité, comme ça, quand j'en ai pas besoin, ben, je sépare bien toutes les choses et j'ai pas mon activité qui revient quand je suis en vacances, par exemple. Et ça, c'est plutôt très bien de pouvoir segmenter tout ça. Et ensuite, dans les autres aides, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je réfléchis. Moi, j'avais pas le droit à France Travail, malgré, parce qu'en fait, j'ai fait une démission et du coup, c'était galère. Il fallait que je passe en commission spécifique pour avoir le droit à des ARE de France Travail. Je n'ai pas voulu pousser plus loin, ça m'a plus cassé les couilles qu'autre chose. Mais voilà. En tout cas, c'est un peu le tour de ce que j'ai eu comme aide à la création. Et l'accompagnement BGE m'a vraiment beaucoup aidé. Ça, c'était assez important de l'avoir parce que bah, au quotidien, ça aide quand même. Donc voilà. Ensuite, attendez. Ensuite, bah, j'ai un peu fait aussi comment se faire accompagner. Donc vraiment, inscrivez-vous à France Travail. Dans tous les cas, même si on n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire quand on a une situation de handicap et qu'on est, dans mon cas avec invalidité, j'avais pas d'obligation. Je l'ai fait parce que je sais que d'ailleurs ça allait me débloquer des aides. C'est un peu chiant, c'est un peu relou. Tous les mois, il faut faire ses déclarations, dire un peu ce qu'on a fait, tout ça, tout ça. Mais ça aide. Aussi, une chose, quand vous êtes en micro-entreprise et que vous avez l'AAH, ça va forcément à un moment donné impacter votre AAH en fonction de votre chiffre d'affaires. Selon le montant, des fois ça va rien changer du tout. Des fois si. Donc là-dessus, j'ai pas les seuils à chaque fois à pas dépasser, ça change un peu tous les ans. Mais au pire, rapprochez-vous de votre CAF, demandez les informations. N'hésitez pas à rappeler plusieurs fois pour voir si les informations correspondent, parce que des fois, il y en a qui vous disent des dingueries, et à vous dire, bah, je comprends pas, j'ai appelé votre collègue il y a 2 jours et ils m'ont donné une information totalement différente. C'est que ça s'est mis à jour hier ou c'est qu'il m'a donné une information fausse ou que c'est vous qui vous trompez. Voilà, ils aiment pas trop quand on fait ça, mais bah, des fois, pour avoir une vraie info, il faut appeler plusieurs fois. Et pensez aussi à faire toujours votre déclaration de changement de situation. Parce que ça, faut pas oublier, sinon la CAF ne vous oubliera pas de vous niquer parce que vous avez fait un petit oubli. Euh, là-dessus, euh, là-dessus, voilà. Euh, Aujourd'hui, pareil, si je dois faire un petit peu le bilan, parce que là, vous voyez que bah, le quotidien, ça va plutôt bien. La gestion, en vrai, ce que demande la gestion au quotidien d'une micro-entreprise, c'est
avoir un livre de recettes, c'est-à-dire toutes les factures que vous faites, toutes les entrées d'argent que vous avez, les noter. Ensuite, faire de votre déclaration à l'URSSAF, soit une fois par mois, soit tous les trimestres, en fonction de votre situation. Et il faut savoir que par contre, parce que moi j'ai changé de trimestriel à mensuel, il faut savoir que, imaginons, vous créez en janvier, vous mettez trimestriel. Et bien du coup, vous avez un petit délai assez court pour dire ah merde, je me suis trompé, je vais mettre en mensuel. Si vous envoyez directement votre mail à l'URSSAF, ils peuvent changer. Par contre, si vous vous en rendez trop compte, enfin trop tard, c'est l'année d'après que ça change. C'est à l'année civile, enfin l'année fiscale suivante, donc pour l'URSSAF c'est 1er janvier 31 décembre, que vous allez pouvoir faire le changement. Donc ça veut dire que vous êtes embêté pendant un an complet. Si vous savez en janvier que vous avez fait la faute et vous avez oublié de demander rapidement à corriger cela, voilà, faut savoir, c'est long. Moi, j'avais fait ma demande, je crois, en août, et ça avait été effectif, du coup, effectivement, qu'en janvier. Là-dessus, pas simple. Et après, au quotidien, moi, je vous conseille, si vous le pouvez, en même temps, là, moi, j'ai acheté l'application qui s'appelle Gestion ME sur l'iPhone, qui est aussi compatible macOS. Mais j'ai peut-être en changé parce que c'est pas, enfin, elle est bien. Faut la prendre en main. Mais une fois que vous l'avez prise en main, c'est quand même assez facile, que vous pouvez très facilement envoyer par email la facture à votre client. Vous pouvez créer vos factures assez facilement, vous pouvez créer des devis, vous pouvez suivre votre livre de recettes. Vous avez la déclaration URSSAF que vous pouvez retrouver pour savoir quel montant mettre si vous êtes en trimestriel ou en mensuel. C'est plutôt pas mal. Vous avez votre gestion de votre carnet de clients, tout ça, tout ça. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Mais, alors, enfin, il n'y a pas forcément de mais. Elle coûte 55 euros, enfin 54,99 par an. Là, j'ai vu qu'ils ont rajouté la facturation électronique dedans. Je vais faire un petit point un petit peu plus tard là, dans l'épisode. Mais du coup, prenez une application de facturation, même si c'est une cinquantaine d'euros ou 70 euros par an, c'est correct, je trouve, parce que ça vous permet d'avoir des factures au format vraiment très très professionnel. Et ça, c'est quand même plutôt bien pour vous. Ensuite, qu'est-ce que au quotidien, j'ai envie de dire, si vous faites une activité en lien avec des gens, par exemple comme moi qui fais de la formation, n'hésitez pas à prendre une RC Pro, donc c'est responsabilité civile professionnelle, qui vous permet d'être assuré si jamais vous vous déplacez à domicile, si vous avez des litiges avec votre client, les RC Pro ça permet d'être pas mal, et aussi peut-être une protection juridique professionnelle qui coûte plus cher qu'une protection juridique pour les particuliers. Mais pareil, ça vaut le coup quand il y a des soucis, parce que forcément, ça peut vite aller monter très très haut, et c'est toujours bien d'être accompagné par des professionnels, des juristes professionnels en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur tout ça. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Si, la facturation électronique, parce que là, quand j'enregistre, nous sommes le 6 août. Alors oui, l'épisode va sortir le 6 août aussi, mais il sera arrivé un peu en retard, je pense que ça devrait sortir vers 11 heures environ. La facturation électronique, ça, on voit plein de trucs passer. Moi, je vous avoue, ça fait un an que j'ai bien vu les trucs passer, ça m'a gonflé, parce que je comprenais que dalle. Est-ce que je devais le faire? Est-ce que je n'y étais pas soumis? Tatati tatata. Dès que vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas le choix, faut vous inscrire sur une plateforme agréée de facturation électronique. Si vous utilisez une application comme moi, Gestion ME, c'est inclus dans votre abonnement. Donc du coup, il y a juste à se déclarer dessus. C'était pas si simple, je suis même pas sûr que ça a bien marché. D'ailleurs, moi je pense que je vais changer d'application parce que j'ai vu qu'il y a un entrepreneur DV qu'il faut que je contacte, qui propose une appli aussi qu'il a fait lui-même et je vais le contacter pour savoir comment ça marche et si c'est plus pratique. Donc ça voilà. Mais il vous faudra, en tant que micro-entrepreneur, à partir du 1er septembre 2026, être capable de recevoir des factures au format électronique. Ça ne concerne que les factures entre entreprises, donc qu'on appelle B2B, donc business to business. C'est-à-dire que par exemple, moi là je suis abonné à Microsoft Office pour les entreprises. D'ailleurs ça je vais le virer dans pas longtemps. J'ai vu un mail ce matin passer en disant donnez-nous votre numéro fiscal machin pour qu'on puisse vous envoyer la facture via le réseau de facturation électronique parce que du coup ils vont avoir besoin de m'envoyer comme ça eux. Moi je vais avoir besoin de la recevoir de ce côté-là. D'ailleurs je pense que je vais peut-être même le garder jusqu'à encore un mois pour voir comment ça se passe le mois prochain au niveau de la facturation, histoire de ne pas mourir trop con. Et donc du coup, moi en tant que micro-entreprise, je dois être inscrit sur cette plateforme.
Et je crois qu'il faut faire une déclaration sur le site impôts professionnels pour justement dire sur quelle plateforme nous sommes inscrits. Et à partir du 1er septembre, je crois, 2027, il faut être en capacité de pouvoir envoyer des factures au format électronique aux entreprises. Ça ne concerne en aucun cas la facturation des particuliers. C'est vraiment que la facturation des entreprises. Et donc du coup, ça que vous soyez assujetti ou non à la TVA. C'est-à-dire que si vous êtes en base de franchise de TVA, attention gros mot, c'est-à-dire que vous êtes sous les seuils où vous ne facturez pas la TVA. Par exemple, imaginons, moi je facture un client à 50 euros pour une heure. Imaginons, d'accord? C'est pas mes tarifs, mais on va dire ça. Aujourd'hui, le client paye 50 euros. Moi, 50 euros, c'est mon tarif hors taxe. Sauf qu'à la fin, vu que je ne facture pas la TVA, mon client paye toujours 50 euros à la fin. Si je devais facturer la TVA, du coup, on peut dire aussi la récolter, et bien vous faites 50 euros fois 1,2, parce que c'est la TVA à 20%, ce qui doit faire un truc autour des, si je vous dis pas de bêtises, 10 euros, 50 euros, oui, c'est ça, 10 euros, ça ferait qu'il payerait 60 euros avec la TVA. Et même si le client paye 60, moi, il me reste dans ma poche que 50, avant, bien sûr, les charges. Comme je vous l'ai dit, par exemple, tout à l'heure, URSAF, 25%, 25% de 50, 12,50 euros, donc il ne reste plus que 37,50. Voilà, ce qui fait que des fois, on se retrouve, pareil, ça c'est petit conseil, ne vous sous-vendez pas, enfin mettez pas des tarifs trop bas, parce que c'est pas parce que vous êtes bas que vous allez avoir des clients, pas parce que vous êtes haut que vous n'allez pas en avoir. À un moment donné, si vous êtes compétent, essayez de mettre au mieux un équilibre entre bas et pas trop bas. Bien sûr, en face, on a des personnes qui, en fonction du public, ça peut être compliqué de payer, mais dans ce cas, faut savoir où est-ce qu'on met son argent. Mais c'est que par exemple, moi je donne un exemple, il y a une des personnes où au final, j'ai un revenu net à la fin qui est hyper faible à l'heure, parce que du coup j'ai des contraintes de déplacement, j'ai des choses comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire. Mais voilà, dans tous les cas, on cherche à faire du mieux que l'on peut. Donc voilà, je pense que l'épisode va être quand même assez long. Là-dessus, c'est à peu près sûr. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout, je fait le tour. J'ai pas forcément d'anecdotes sympas ou pas sympas à raconter suite à la micro-entreprise. Mais du coup, aujourd'hui, moi, le quotidien est plutôt pas mal. C'est pas simple aussi, enfin, il y a des petites choses, mais faites-vous accompagner. Vraiment, ça, j'insiste dessus. J'insisterai jamais assez dessus, c'est important. Surtout quand on peut. C'est pas forcément. Des fois, c'est France Travail qui paie l'accompagnement. Des fois, c'est la région. Des fois, c'est des financements personnels, mais ça, c'est plutôt rare quand on est en situation de handicap. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez des idées, si vous avez envie de faire un projet qui vous plaît, qui a besoin d'une structure juridique, potentiellement la micro-entreprise peut être intéressante. Attention, si c'est un business avec beaucoup de charges, la micro-entreprise ne sera pas votre allié parce qu'on ne peut pas déduire ses charges. Et ça, c'est le vrai souci de la micro-entreprise. Mais voilà. Et puis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez aimé l'épisode, puis même si vous ne l'avez pas aimé, en fait, mettez 5 étoiles, mettez des pouces, des choses comme ça selon les plateformes. Continuez à le partager. Je suis disponible un peu partout, donc il y a forcément une plateforme sur laquelle vous êtes plus à l'aise qu'une autre. Donc n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un sujet, si vous avez envie d'intervenir dans le podcast aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'invité, n'hésitez pas, on peut parler de tout. Et pour tout ça, vous m'envoyez un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr ou vous passez par le formulaire de contact sur mon site amirodanslaville.fr, rubrique me contacter, il y a un petit formulaire à remplir. Donc ça, n'hésitez pas. Et je vous dis du coup à la prochaine dans Amiro dans la ville.